Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Face à l'islamisme, nous sommes incontestablement devant un défi idéologique qui est lancé aux démocraties par les tenants d'un projet totalitaire. Introduction. Commencé en octobre 2014 et terminé en février 2016, ce livre est celui d'un démocrate qui, confronté à une actualité tragique, ne peut se soustraire à la nécessité de penser notre monde sous le feu du réel. Comme citoyens, notre responsabilité est entière dans la préservation des acquis démocratiques. Tandis que le monde ultralibéral s'active pour ôter au peuple les ressources de leur autonomie, le cauchemar totalitaire se sent pousser des ailes et rallume ses incendies. La variante islamiste est à l'offensive dans nos cités et tous, soucieux du maintien d'un monde commun, nous devons nous opposer aux ravages de nos libertés. Revendiqués par Al-Qaïda et l'État islamique, les attentats du 7 et du 9 janvier 2015 à Paris sont les développements des conflits du Moyen-Orient, de l'Afrique centrale et de l'Afrique du Nord au cœur de notre pays. Ils font partie d'une stratégie de conquête maintes fois annoncée. Pour la première fois dans notre histoire, une rédaction de journal, Charlie Hebdo, a été décimée pour des motifs à la fois politiques et religieux. 2 jours après, des Juifs pris en otage ainsi que 2 policiers sont froidement assassinés par un autre terroriste agissant de concert. Les attentats du 13 novembre poursuivent la même logique, en ciblant cette fois la population française indifférenciée. Le seul fait de vivre sa liberté en fréquentant la terrasse d'un café ou une salle de concert devenait un critère pour être considéré par des fanatiques comme un ennemi et donc passible de mort. De nombreux autres attentats ont pu être empêchés par la police ou arrêtés in extremis par de courageux Américains, dans le Thalys et un pompier à Saint-Quentin-Fallavier. Alors que nous sommes encore sous le choc du 13 novembre, nous apprenons la prise d'otages à Bamako et la mort de 11 policiers à Tunis. La liste ne cesse de s'allonger, dans l'Hexagone ou ailleurs. La manifestation unitaire du 11 janvier 2015, la plus massive en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, souligne l'effroi que de tels actes ont provoqué dans une grande partie de la société française et dans le monde. Les 4 millions de participants à cette mobilisation ont montré à cette occasion leur attachement à la liberté d'expression et leur condamnation de l'assassinat des Juifs. Le 13 novembre, c'est l'esprit du 11 janvier qui a été attaqué. La signification de ces actes terroristes fut clairement annoncée par leurs auteurs et leurs commanditaires. Le but ? Créer un climat de peur dans le pays, le déstabiliser, s'attaquer à la liberté d'expression, manifester leur haine antisémite, dresser les Français les uns contre les autres. Des questions qui alimentent les débats depuis 25 ans sont ainsi reposées brutalement. La place des religions dans la société, la frontière entre islam et islamisme, la réflexion sur ce qui unit les citoyens d'un même pays. Il y a bien un problème de l'islam en France. Pour y voir clair, tant l'art d'entretenir la confusion s'est développé dans les polémiques récentes, il nous faut commencer par mettre à part les racistes, les théoriciens des affrontements communautaires. Qu'ils le revendiquent ou non, ils font partie de cette extrême droite pour laquelle il existe une hiérarchie entre les races, les religions, les personnes. Cette idéologie, à l'origine des grandes tragédies mondiales et des conflits actuels, ne considère pas les hommes et les femmes en égale dignité, quelle que soit leur origine, leur religion ou leur absence de religion. En cela, elle n'est pas républicaine, l'égalité de tous en étant le principe fondateur. À l'opposé, parmi les antiracistes qui constituent la grande majorité de la population, nous pourrions nous attendre à une belle unanimité. Or il n'en est rien et la confusion règne. En effet, pour une partie de ces antiracistes qui se réclament de la gauche, les ennemis sont les islamophobes, les partisans de la loi de 2004 sur le port ostentatoire de signes religieux à l'école, et ceux qui approuvent la jurisprudence du Conseil d'État à propos de la crèche Baby Lou, ainsi que les auteurs qui dénoncent les intégristes de l'islam. Si la gauche est unie pour dénoncer la précarité, l'écart grandissant des revenus, les contrôles aux faciès et toutes les mesures inégalitaires, elle se divise sur l'application de la laïcité et la défense des musulmans, jusqu'à prôner une tolérance aveugle envers les pratiques intégristes. Au moment où des fanatiques religieux déterminés vont suivre des formations au Yémen et en Syrie dans le but de commettre des assassinats, des démocrates ne veulent y voir que l'acte de fou, des dérives individuelles, des loups solitaires. Selon eux,
le seul danger serait d'exacerber les réactions racistes, notamment contre les musulmans. Pire, ceux qui manifestent leur solidarité avec les victimes après les attentats de Charlie Hebdo sont qualifiés de simples d'esprit par Emmanuel Todd qui seul prétend avoir la révélation de la nature véritable de la manipulation. En renvoyant dans le même camp islamophobe, les idéologues de résurgence fasciste comme Jean-Marie Le Pen, Renaud Camus ou Éric Zemmour, et d'authentiques laïcs comme Catherine Kinsler, Elisabeth Badinter, Caroline Fourest ou Jean-Luc Mélenchon, la gauche du déni rend un fier service aux intégristes de tous bords. Nous devons clairement nommer nos ennemis, les baroudeurs du djihadisme, mais aussi tous ceux qui pactisent avec les réseaux qui leur servent de vitrine rassurante. Si nous ne sommes pas clairs sur notre opposition au fanatisme religieux, nous serons incapables de nous rassembler face à la multiplication des actes racistes ou discriminatoires, qu'ils soient anti-musulmans, anti-juifs, anti-noirs, anti-blancs ou dirigés contre les femmes et les homosexuels. Face à ces dérives, nous devons définir le camp de la démocratie, celui où les adaptations des lois à l'apport de la religion et de la culture musulmane sont pesées à la balance de la laïcité, de la liberté de conscience et d'expression, de l'égalité des hommes et des femmes, ainsi que de tous les citoyens. Nous ne comprendrons pas la situation en France et dans le monde, si nous acceptons de l'appréhender sous un angle religieux. De tout temps, les autorités religieuses se sont affrontées sur des interprétations de textes sacrés, dans le but de contrôler le peuple par la peur et l'espoir d'un paradis dans un autre monde. Qui détenait les clés de l'au-delà, pouvait imposer son pouvoir sans contestation. Il faut rétablir le débat sur le plan politique, refuser d'entrer dans la sphère dogmatique qui dénie le droit d'appliquer la raison pour élaborer ses propres solutions et d'agir en fonction de celles-ci. Les terroristes sont des militants aux pratiques fascistes, qui utilisent la religion pour tenter d'établir un pouvoir totalitaire. Parler d'opposition musulman-non musulman revient à se placer sur le terrain religieux, celui des intégristes. Appeler musulmans les assassins de janvier, c'est insulter la grande majorité des musulmans d'origine, de culture ou de croyance. Les 2 collaborateurs de Charlie Hebdo et les policiers, nés au Maroc, tués comme toute la rédaction, n'étaient pas moins musulmans que leurs assassins nés en France. La confusion identitaire donne le même qualificatif aux bourreaux et aux victimes. Elle réduit aussi l'identité d'une personne à ses croyances ou à sa culture d'origine, comme si nous ne nous construisions pas par des itinéraires variés. Ces amalgames simplistes font le jeu des racistes et des intégristes qui sont souvent les mêmes. C'est pourquoi il est bon de regarder de plus près la stratégie de ces derniers, l'arrière-plan qui sous-tend la propagande et rend les attaques possibles. Être qualifié de musulman, en opposition à ceux qui ne le sont pas ou pas assez, convient très bien aux extrémistes qui cherchent à diviser le monde d'un point de vue binaire. De fait, nous ne pouvons pas dire que ces assassins n'ont rien à voir avec l'islam. Tout d'abord parce que les attentats sont revendiqués et préparés par des organisations qui s'en réclament, parce que le Coran, pris à la lettre, est un texte de combat, dans lequel la guerre aux mécréants est prônée, et parce que des prédicateurs attisent ces oppositions et organisent des réseaux qui leur donnent la possibilité de passer à l'acte. C'est aux nouveaux penseurs de l'islam de montrer que le Coran, écrit dans un autre contexte historique, ne peut servir de support aux atrocités actuelles, qu'il recèle d'autres valeurs. Encore faut-il qu'on leur donne la parole et qu'ils soient entendus. Nous n'avons pas affaire à des dérives individuelles, mais à une internationale islamiste, divisée certes, mais dont les objectifs sont clairement affirmés. Prendre le pouvoir pour instaurer une théocratie. Un des effets collatéraux de ces pratiques criminelles est de provoquer un climat de peur et la quête d'une solution simpliste et dangereuse. Celle-ci se concrétise dans la recherche d'un homme ou d'une femme, providentielle que l'on observe en France à travers la montée du Front National ou d'autres partis similaires en Europe. Mais de fait, les totalitarismes se confortent les uns les autres sous une opposition de façade. Leurs affrontements les renforcent dans la définition de camps pour ou contre, dans lesquels chacun est censé prendre parti sans autre choix, gonflant ainsi les rangs des prétendus adversaires qui ne font que gagner en puissance. Enfin, une autre stratégie bien rodée de la propagande islamiste consiste à multiplier les débats d'apparence anodine pour saboter les fondements laïques de la démocratie et mettre en évidence nos divergences ou nos incertitudes, l'eau de toute pensée non dogmatique. C'est se donner la place de victime,
alors qu'elle est celle du bourreau. Replacer les questions qui divisent la France dans ce contexte international et politique est essentiel pour comprendre les enjeux de la bataille du voile à l'école, ou des repas halal dans les cantines scolaires. Sous ces questions apparemment banales, se situent des choix fondamentaux de société. C'est pourquoi elles réclament une réponse claire et un positionnement sans ambiguïté. Chacune de ces attaques est un coup porté contre notre conception laïque du pouvoir, un coin qui détourne la pensée vers un terrain religieux et qui effrite dans le même temps l'unité des opposants. Quelle est la réalité du danger ? Les intégristes ont-ils les moyens de prendre le pouvoir ? Aujourd'hui, cette question n'a pas de réponse assurée. Ce qui est certain, ce sont les dangers de régression démocratique en France. Le pire serait de ne pas regarder cette menace, de la nier, de se laisser piéger dans l'amalgame doucereux ou les oppositions caricaturales. Les régions du monde aux mains des islamistes ne manquent pas. Leur exemple donne une idée précise de ce que pourrait être la vie quotidienne sous un tel régime. L'inquiétude que nous pouvons ressentir en Europe va de pair avec les drames que vivent aujourd'hui les populations soumises aux lois des fanatiques. Des millions de réfugiés sont contraints de fuir leur pays pour échapper aux zones de combat et aux massacres. Des régions entières sont déstabilisées, et le danger d'extension des conflits est réel. À ceux qui pensent que ces situations se règlent avec le temps, comme par magie, l'histoire n'a rien appris. Les issues heureuses résultent d'une intense mobilisation de personnes lucides et organisées. À l'inverse, les catastrophes proviennent de l'absence d'un regard juste sur les événements en cours, lorsque l'aveuglement propagé par des maîtres à penser devient l'idéologie dominante, entraînant la passivité du plus grand nombre ou à l'inverse, un engagement à corps perdu dans des affrontements sanglants. Aujourd'hui, nous avons mis le doigt dans l'engrenage. La montée du chômage, la crise de la représentativité politique et les conséquences migratoires des conflits du Moyen-Orient sont le terreau sur lequel se développent les idéologies mortifères. Les conditions de la vie démocratique se sont dégradées, et la montée du Front National en France et des organisations similaires en Europe est un indicateur indiscutable d'une évolution très inquiétante. Face à cette situation, les démocrates se divisent sur les conséquences à tirer des événements actuels. Alors qu'il faudrait analyser la nature des organisations qui prônent le djihad planétaire, leurs ressorts et les moyens de s'y opposer, nous assistons à une dérobade sur le plan théorique autant que pratique. Des réponses partielles sont apportées, au cas par cas, sans prendre en compte la radicalité des oppositions. Les compromissions de fait ou par défaut sont légion. Les organisations de gauche participent à cette dérive, alliés circonstanciels du Parti des indigènes de la République, des Indivisibles, de l'UOIF et ses satellites. Elles s'engagent plus ou moins dans des alliances contre nature. Leur positionnement ambigu ou indulgent permet au message intégriste d'être entendu par un public qui devrait être imperméable à cette propagande. Elles s'attaquent aux laïcs et aux démocrates en remuant la vieille culpabilité coloniale, n'hésitant pas à les traiter de racistes. En qualifiant de post-colonial, une opposition ferme à la charia, on voudrait faire passer ce combat pour une volonté impérialiste occidentale d'imposer ses valeurs et son mode de vie. Pourtant, les critiques que nous pouvons adresser aux pays démocratiques ne doivent pas nous empêcher de juger d'autres formes de pouvoir. Entre un régime esclavagiste et celui garantissant le droit des individus, nous devons nous déterminer, de même entre un État machiste et un État garantissant l'égalité homme-femme ou un État laïque et un État religieux. Tout ne se vaut pas. Il ne s'agit pas d'imposer cette conception des rapports politiques par la force, mais de la défendre où que l'on soit, et de ne pas relativiser ces conquêtes démocratiques comme spécifiques à certains pays tandis que d'autres, les pays arabes en particulier, ne seraient pas concernés. C'est ainsi que l'on peut saluer l'évolution du régime tunisien. En chassant son dictateur et en approuvant une nouvelle constitution, la Tunisie s'est donné les moyens de progresser vers un état de droit plutôt que de se soumettre au bon vouloir d'une famille ou d'un pouvoir religieux. Ceux qui ont beaucoup à nous dire sur les menaces islamistes sont les intellectuels de culture, de croyance ou d'origine musulmane, mais la gauche du déni ne les invite pas à débattre. Ces tenants ignorent les écrits et les paroles des hommes et des femmes qui ont fui les dictatures théocratiques, ces témoignages indispensables à la compréhension du phénomène terroriste. Ce sont ces voix que je veux faire entendre, et les démocrates de tous bords que je veux questionner.
Si nous ne possédons pas toutes les clés de la résolution des conflits en cours, nous en possédons certaines, et nous ne sommes pas impuissants. Nous avons pour nous les propos et les actes de ceux qui, dans notre pays et ailleurs, se sont dressés par le passé et aujourd'hui pour défendre les valeurs fondamentales de la démocratie, et en premier lieu les intellectuels laïcs de culture musulmane. Encore faut-il avoir conscience que le danger est réel, et ne pas regarder ailleurs. L'islam est à la fois religion et État, Coran et sabre. Hassan al-Banna, fondateur des Frères musulmans. Chapitre 1 Religion ou politique? Islam ou islamisme? Les musulmans, pas plus que les chrétiens, ne forment d'un bloc qui justifierait une appréciation globale pour ou contre eux. Leurs religions sont traversées de courants fort distincts et de controverses. Leurs croyances et comportements personnels offrent des variantes par rapport au modèle en vigueur. Parfois, on appelle musulmans des personnes uniquement en fonction de leur origine géographique ou ethnique, des gens qui ne pratiquent pas ou plus cette religion. Quel sens cela a-t-il de parler de 2 à 5 millions de musulmans en France? L'imprécision du chiffre montre bien que ne sont pas maîtrisés les critères d'appartenance. C'est pourquoi tout jugement d'ensemble sur les musulmans est réducteur et hors de propos. Afin d'établir une première distinction, disons qu'une partie des musulmans vivent leurs croyances comme une spiritualité personnelle, et d'autres comme support d'une vision politique englobant l'ensemble de la société. Dans chacune de ces grandes divisions existe une quantité de sous-groupes qui revendiquent chacun la bonne façon d'être musulman. Pour préciser, il nous faut d'abord définir la différence entre la religion qu'est l'islam et les islamismes qui sont des mouvements politiques. Toute la difficulté tient au fait que dès Mahomet, l'islam est à la fois une religion et une politique. L'horizon pour l'islam conquérant est d'établir son pouvoir sur l'ensemble de la planète. Pourtant des penseurs musulmans, qui ne relaient nullement les désirs des puissances coloniales, visent à distinguer le religieux du politique, le temporel du spirituel, le ciel de la terre, la religion du siècle. Abdelwahab Medeb précise que l'islam a la réputation d'être fondé sur la consubstantialité de la religion et de la politique. Ce serait sa spécificité constituante et caractéristique. Nous avons donc à déspécifier l'islam et le dégager de la vision essentialiste où il est souvent enfermé par l'expert islamologue comme par le militant islamiste. Mohamed Sifawi présente la question clairement. Affirmons-le ex abrupto, il serait erroné de penser, comme le soutiennent parfois certains courants, que l'islam et l'islamisme représentent stricto sensu la même chose, une seule doctrine. Le premier qualifie une religion, une spiritualité, une éthique, des croyances, des traditions, des dogmes et des coutumes. Le second par contre incarne une idéologie politique ou plus précisément une idéologisation de l'islam, voire une politisation de cette religion. L'islamisme se veut en effet un projet politique et un projet de société, une vision du monde, une gestion des relations interpersonnelles avec un droit de regard collectif, celui de la communauté sur l'intime de l'individu, du croyant. Il existe deux questions distinctes. L'une s'adresse aux adeptes de cette religion et concerne l'interprétation du Coran et des pratiques religieuses, l'autre, politique, s'adresse à l'ensemble des citoyens. C'est la deuxième qui nous intéressera. Ce travail d'interprétation, de contextualisation, de nombreux intellectuels musulmans l'ont fait et le continuent. Certains veulent arriver à un islam des Lumières que Malek Shebel appelle dans son manifeste, Ed. Fayard. Ils œuvrent à intégrer dans l'enseignement religieux cette compréhension du Coran, pour que des intégristes ne puissent pas prendre littéralement ces versets comme des ordres donnés aux croyants. Le verset sur la guerre par exemple, « Faites la guerre à ceux qui ne croient point en Dieu ni au jour dernier, qui ne regardent point comme défendu ce que Dieu et son apôtre ont défendu, et à ceux d'entre les hommes des Écritures qui ne professent pas la vraie religion. Faites-leur la guerre jusqu'à ce qu'ils payent le tribut de leurs propres mains et qu'ils soient soumis. » Ou, ne laisse sur la terre aucun habitant qui soit au nombre des incrédules. Rachid Benzine, chercheur associé à l'Observatoire du religieux de l'IEP d'Aix-en-Provence, a ainsi recensé 10 auteurs qu'il nomme les nouveaux penseurs de l'islam. Ces intellectuels s'interrogent sur les manières dont l'islam a pu se construire historiquement. Ils proposent de revisiter les interprétations successives et les utilisations qui ont été faites du message coranique et des autres textes fondateurs, et de passer ceci au tamis de la critique.
D'autres intellectuels de culture arabe font une critique plus radicale du texte du Coran et de son application. Le livre d'entretien d'Adonis avec Houria Abdelwahed dénonce sa violence, son hostilité à toute forme de pensée qui puisse se développer en dehors des mots du prophète. Nous ne trouvons pas un seul verset qui incite à la réflexion ou un verset sur les bénéfices ou les avantages de la raison ou de l'esprit, au sens de l'esprit créatif. À la question de Houria Abdelwahed, comment se fait-il que la plupart des intellectuels familiarisés avec le siècle des Lumières et la philosophie occidentale ne parviennent pas à dépasser la vision religieuse du monde? Adonis répond avec sa clarté habituelle, la peur d'abord. Ensuite parce que penser au sein de la société arabe, c'est déclarer la guerre à cette société. De tels débats, importants pour les croyants, nous concernent en tant que citoyens. Ils manifestent que des musulmans se joignent au combat démocratique et laïque. Ceux-ci refusent que les revendications, les règles de vie ou les actes de croyance s'adressent à l'ensemble de la société et prétendent s'imposer à tous en tant que loi en passant du domaine religieux au domaine politique. En effectuant cette séparation, nous considérons la société démocratique comme un corps politique instituant. Idéalement, le pouvoir émane de l'Assemblée des citoyens, sujets actifs, auteurs et responsables de leurs propres lois. La prise de conscience de cette autonomie se construit historiquement, à travers des luttes pour le pouvoir. À l'opposé, bien des communautés ethniques ou religieuses se conçoivent comme des sociétés hétéronomes. Elles considèrent que leurs lois émanent des ancêtres, des dieux, de Dieu ou de toute entité échappant à la volonté humaine. Leurs membres sont des sujets communautaires passifs, sous le contrôle des interprètes de la volonté d'entités hors d'atteinte. Il est clair que la conception et l'organisation du monde commun diffèrent radicalement, selon que la référence est l'autonomie ou l'hétéronomie. Les islamistes mélangent ces deux références. Ils conçoivent leur société comme soumise à la loi de Dieu, hétéronome, mais leur interprétation du Coran est humaine, autonome. La charia est à la base de la législation. Le rôle des institutions religieuses est d'expliciter ce que le commun des mortels ne peut comprendre par lui-même, et dont il n'a pas à discuter. Leur référence est une société hétéronome, une théocratie, qui s'oppose fondamentalement à la démocratie. Cette différence est essentielle car elle sépare politiquement les croyants. Les uns acceptent de s'intégrer dans une société autonome où les citoyens sont conscients de devoir se donner leurs propres lois pour vivre ensemble. Les autres considèrent que les lois de Dieu prévalent sur les lois humaines et veulent les imposer à tous de façon permanente. Une étude récente publiée en 2016 menée auprès de 9000 collégiens dans les Bouches-du-Rhône montre qu'à la question « Si une loi heurtait tes principes religieux, que ferais-tu » 33,9% des catholiques et 68,1% des musulmans répondent « Je suivrai mes principes religieux ». C'est à la lumière des conflits qui déchirent tant de pays que nous devons regarder comment ils se manifestent en France et dans tous les pays occidentaux. Les querelles sur le voile, les repas dans les cantines scolaires, la construction des lieux de prière ne sont compréhensibles que si nous prenons en compte le contexte international et les luttes qui s'y déroulent. Le racisme anti-maghrébin en France ne date pas de la montée récente du djihadisme. Il est aujourd'hui largement alimenté et conforté par la véritable agression dont nous sommes victimes, l'année 2015 en particulier, et par les pratiques développées dans les portions de territoire sous contrôle islamiste. Les différents courants fondamentalistes à l'œuvre dans ces conflits portent tous une stratégie de prise de pouvoir. Dans les conflits actuels en Irak, en Syrie, au Nigeria, au Yémen, au Mali ou au Soudan, où la référence à l'islam est présente dans les camps opposés, la religion est l'instrument utilisé pour asseoir la domination de théocraties rivales. L'opposition sunnite-chiite en Irak provient du fait que le pouvoir à Bagdad a été accaparé par les chiites, au détriment des sunnites. Pendant la dictature de Saddam Hussein, c'était l'inverse. Les sunnites, éjectés du pouvoir et de l'armée, constituent aujourd'hui l'essentiel de la structure de l'État islamique. En Égypte, la lutte féroce contre les frères musulmans est une façon pour l'armée de liquider la seule force organisée qui pourrait lui contester la place au sommet de l'État. Les pays du Golfe, emmenés par l'Arabie saoudite, bombardent le Yémen pour restaurer un régime qui leur était favorable et pour limiter l'influence grandissante des chiites proches de l'Iran. Les attentats du musée du Bardo à Tunis et de Sousse
visent à déstabiliser le nouveau pouvoir tunisien en frappant son économie touristique, ainsi que les pays occidentaux en visant leurs ressortissants. L'attaque de la ville Ben Gardan, à la frontière libyenne, au début du mois de mars 2016, est un acte de guerre dont l'objectif était de contrôler une partie du territoire tunisien. L'opération militaire a été préparée par un repérage minutieux des forces de police de la ville. Il est symptomatique que la Tunisie soit la cible des attaques alors qu'elle est engagée dans un processus démocratique. Rien n'est plus insupportable aux yeux des intégristes. En visant des lieux touristiques, ils tentent de l'asphyxier économiquement. Si le battement d'une aile de papillon, dans la théorie du chaos, peut occasionner des tempêtes à l'autre bout du monde, a fortiori les guerres du Proche-Orient ou du centre de l'Afrique ont des répercussions en France. Aujourd'hui, il n'existe pas de conflits lointains, et ceux du monde musulman sont les plus proches. Les attentats de janvier et novembre 2015 à Paris et les mois suivants, à Copenhague, à Tunis ou à Sousse, ne sont pas à appréhender comme des problèmes religieux mais comme des problèmes politiques du point de vue des citoyens. Les intellectuels et les responsables religieux musulmans ne peuvent se contenter de dire que cette barbarie n'a rien à voir avec leur religion. Il leur faut comprendre comment des individus peuvent commettre de tels meurtres en s'adossant au même texte. Comment leur religion est transmise, comment sont interprétées des paroles qui datent de 14 siècles, dans quel contexte ces paroles ont été formulées, comment le fanatisme a remplacé pour certains une démarche spiritualiste. L'islam comme religion n'est pas sujet à débat pour ceux qui ne voient dans le Coran ni une référence ni un texte sacré. Il ne pose pas non plus une question politique nouvelle, puisque la liberté de conscience est un droit fondamental inscrit dans notre Constitution. Il ne devient sujet politique que lorsqu'il devient le support d'un projet concernant l'ensemble des citoyens. La question n'est donc pas l'islam lorsqu'il ne se mêle pas de la chose publique, mais l'islamisme. L'histoire de la France, ses engagements militaires sur ces différents terrains, font de ces conflits des problèmes qui concernent directement le pays. Le départ de plusieurs centaines de Français vers les zones de guerre pour y mener le djihad le manifeste de façon évidente. L'État islamique, Al-Qaïda et Boko Haram proclament leur volonté d'amener la guerre en Europe et aux États-Unis. Ils ne sont pas à prendre à la légère. Les derniers attentats en France, au Danemark, en Tunisie, au Yémen ou au Nigeria peuvent servir de détonateurs en créant une fausse opposition entre musulmans et non-musulmans. Les musulmans de culture, de croyance, d'origine, rejettent dans leur grande majorité les semeurs de terreur dont ils sont souvent les premières victimes, d'autant plus que beaucoup d'entre eux ont fui l'Algérie, le Liban, la Syrie, l'Irak, la Libye, la Palestine, lieux de conflits sanglants. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.